Salut à tous, chers auditeurs, bienvenue sur Radio Sirostan. Nous, on fait partie du plus vieux métier du monde. Alors, on est les derniers 10 heures de rêve de cette planète. Donc, on n'est pas des évadés de prison, on n'est pas sortis d'un laboratoire pharmaceutique. On est des 10 heures de rêve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que déjà, on n'a pas de travail, parce qu'on habite trop loin du travail. Donc ça, c'est une réalité sociale. En fait, on fait le tour du monde et on recueille les rêves des gens qui veulent bien nous les confier. Et on les met dans un vieux grimoire. On s'est rendu compte qu'aux quatre coins du monde, certains rêves étranges semblent s'immerger dans la réalité. Il s'agit de ces rêves que nous vivons alors même que nous n'arrivons pas à mettre de frontières entre le réel et l'imaginaire. On va vous dire, et non pas vous raconter, puisqu'on est des 10 heures de rêve, on va vous dire un de ces rêves que nous avons récoltés au cœur de la Bretagne. J'ouvre le livre de la nuit d'Edgar et Trippi. Toutes les histoires commencent non pas par 2 fois, ni même 3 fois, mais bien il était une fois. Donc il était une fois, ou plutôt une nuit, un enfant et un caméléon, Trippi et Edgar. Ils étaient amoureux de la forêt et accablés de savoir que de l'autre côté de la forêt, la scierie de l'oncle Zargoth fuyait du mazout. Un ruisseau de mort polluait la forêt. Cette nuit-là, une forêt poussa dans la chambre de nos 2 amis. Une nuit noire, plus noire que le cœur d'un homme vide, plus noire que les pensées de Bob l'éponge qui mange un pâté de crabe. Dans cette obscurité, une lumière jaillit. Là, dans le coin de la chambre, une lampiole. C'est un petit verre luisant enfermé dans un gland troué. Et si on lui chatouille le menton, il s'allume un peu plus fort. Et une porte grincheuse qui parle. Derrière cette porte, pas contente, qui grince, une galerie souterraine, un champignon avec une cheminée qui toussote de la fumée, une taverne, des corrigans. Ils ont des oreilles en pointe, le nez bourru, le visage plissé de petits cheveux de paille, et un certain talent pour la musique. Nos 2 amis se sont désormais dans le monde des corrigans. Là, dans la taverne, 3 corrigans attendent nos 2 héros, Edgar et Trippi, le petit caméléon. En voilà un qui se présente. C'est Grognard. Il porte un immense chapeau de forme et habillé de haillons rapiécés. Sa longue barbe grise semble se confondre avec les poils de son torse. Il ne sait pas chuchoter. Hurler est son mode de communication. Le second, petit mide, tout maigrichon, m'amuse beaucoup. Les 2 mains sur les joues, le regard dans le rien, dans l'infini. Et ses 2 os longs en guise de jambes, plantés dans d'immenses souliers de bois de noisetier. C'est très comique. Lui, c'est Oscar. L'épaisse barbe blanche du dernier trahit son âge probablement bien avancé. Il a des cornes et des sabots de chèvre. Drôle de créature. Chez les corrigans, il n'est pas rare de croiser ce genre d'êtres bizarres. Ils sont tous unis dans la différence, fiers comme des corrigans. Lui, c'est l'ancien. Celui qui sait, celui qui garde les secrets du grimoire des temps. Ce grimoire raconte que Morgoth est un corrigan mélancolique, mal aimé. Un jour, un sorcier maléfique qui vivait jadis ici a donné à Morgoth un breuvage de mort, la Tarabasse. Ce jus qui dégage une odeur métallique qui provient du monde de Karnak, le monde des hommes. Cela l'a rendu très puissant, mais aussi très malade. Ce breuvage amène à une disharmonie, maladie qui rend fou quand on écoute de la musique. Le problème, c'est que la musique est l'emblème de notre culture. Le corrigan est musicien au berceau. Morgoth, pour éliminer la musique de notre monde, a enrôlé des jeunes chapardeurs en leur donnant un peu de Tarabasse pour les apprivoiser. Il s'est fait rapidement une armée pour décimer tous ceux qui oseraient jouer de la musique. Mais c'est plus fort que nous.
Lui et son armée de braillards, c'est comme ça qu'on les appelle, ont lancé leur guerre. Il y a eu des morts. Mais, il y a longtemps, lorsque Morgoth a déclaré sa guerre, un dragon magique est venu arrêter le carnage. Morgoth s'est battu contre le dragon, sur les flots de la mer intérieure. Tous deux ont disparu dans les eaux ténébreuses. Quelques floraisons plus tard, tout est redevenu comme avant. La fin de la guerre a résonné dans la forêt et les cavernes. Un immense festival de musique a été organisé. Des toiles d'araignées pour de douces mélodies romantiques. Des champignons en guise de percussion. Des bâtons creux pour siffler des sons qui chantent le lac Titicaca. Il referme le grimoire. Par toutes les noisettes de cette forêt maudite, il est de retour. Des corrigans d'ici et là parlent d'une étrange activité de l'autre côté de la mer intérieure. Il se prépare ce que tous redoutent. La dernière guerre! Les trois corrigans, épuisés par ce récit, prennent congé de Trippy. Ils le laissent au milieu de la taverne. Soudain, une douce et succulente fée fait son apparition. C'est Joplin. Joplin et Trippy échangèrent des mots pendant de longues minutes, de longues heures, enfin... Le temps n'a plus d'importance. C'est comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Edgar, notre petit caméléon, s'était réfugié dans la poche de son petit maître pour piquer un roupillon. Nos deux nouveaux amis élaborent un plan pour stopper Morgoth, les braillards et par la même occasion, la fuite de Tarabas. Ils le mettent noir sur blanc, avec de la poussière de fée. Allez à l'ancienne forteresse du volcan des abîmes, stop! Préparez votre défense et jouez de la musique pour attirer les braillards, stop! Il faudra tenir le siège, stop! Je suis en route pour la mer intérieure avec une fée qui s'appelle Joplin pour stopper la fuite de Tarabas, stop! J'ai un plan contre Morgoth, stop! Trippy, Gluck! Alors ils partent en laissant ce mot aux anciens, direction la mer intérieure et le port de Malgoth, la cité des eaux. Et ils voyagent à travers les méandres des ondes du Corrigan. Il y a eu ce chapardeur, Rushmoth, un Corrigan qui vivait au milieu d'une ruche, une forêt de racines dangereuses, un champignon mal poli, et le toboggan qui mène enfin à Malgoth, au bord de la mer intérieure. De l'autre côté, la citadelle de Morgoth. Dans le ciel, quelque chose tombait dangereusement sur nos amis. J'ai volé! Non, t'es tombé. Lui, c'est Esvi, un petit corrigan de la cité des eaux. À présent, ils sont 4. N'oublions pas Edgar. Ensemble, ils sont une équipe de choc. Pendant ce temps-là, de nombreux corrigans se sont rassemblés au volcan des abîmes pour solidifier la forteresse et préparer un festival de musique dans le but d'attirer les braillards. Qui a installé cette fenêtre sur la muraille? Et cette catapulte à noisettes, où est sur le pied? L'ancien a le regard sombre. Il pense à Edgar et Trippy et Joplin. Il a le pressentiment que la guerre va bientôt faire rage. Il a raison de s'inquiéter car notre petite troupe sont à présent sur un bâtiment qu'ils ont réquisitionné à Malgoth. Terme nautique. Le triscope, semblable à un insecte mécanique qui flotte. Pour ainsi dire, un véritable bateau pirate. Esvi connaît les moindres recoins de ce rafio. Et en moins de 2, tous se transforment en une bande de boucaniers. Allez capitaine, cap sur Pont-Aven. Allez capitaine, les caves sont pleines de chouchen. Allez capitaine, cap sur Pont-Aven. Allez capitaine, les caves sont pleines de chouchen.
Au beau milieu de la mer intérieure, un pavillon noir croise le sillon du Triscope. Ce sont des braillards. L'abordage est imminent. Un immense bateau, armé jusqu'aux dents, s'approche. Partout les Queen Amman de la Bretagne, nous sommes fichus. Il faut virer de bord et les surprendre. Essayez de les retenir, je vais faire marcher cette stupide mitraillette à popcorn. Les braillards ne sont plus qu'à 2 rames de nous. On les entend hurler. À l'abordage. Soudain, Joplin prend un bâton en guise d'épée. Il faut se battre. Trippy fait de même. Les 2 embarcations sont côte à côte. Le combat va faire rage. SV envoie une volée de popcorn. Les braillards envoient le grappin et sautent sur le Triscope. Trippy se défend bien. Un coup à droite, un coup à gauche. Joplin se réfugie vers la barre, seul face à 3 braillards. Une véritable scène de cap et d'épée. Nos 3 compères sont les proies de ces vilains méchants. La chasse au lapin est ouverte. SV n'arrive plus à faire marcher son engin et se retrouve nez à nez avec 5 braillards. Ils ont le visage déformé et dégoulinant de Tarabas, les yeux perdus dans la haine. SV n'a plus aucune chance. Il se jette sur lui. SV esquive un coup, puis 2, et même un 3e, avant de se jeter à la mer. Pour les requins. Pendant ce temps, Trippy se débat toujours avec une armée de braillards. Il se bat et manie l'épée comme s'il avait déjà été un pirate. Trippy se retrouve dos à dos avec Joplin. À 2, ils esquivent tous les coups. Quand soudain, c'est SV. Il n'est pas mort. Il est passé sur le rafiot des braillards et il demande de sauter sur le bateau, bien plus rapide que celui du Triscope. Edgar saute du haut du mât et atterrit sur le pont des braillards. Le bateau s'éloigne et dans un ultime cri de courage, Joplin et Trippy, comme 2 guerriers, s'élancent sur l'autre navire. Les braillards vont nous suivre. Non, j'ai réussi à coincer le gouvernail du Triscope pour de bon. Maudit pirate. Dans l'embrasement général, Joplin attrape Edgar pour lui faire un énorme bisou. Puis SV, avant de sauter dans les bras de Trippy. Ils échangèrent un long baiser plein de tendresse. À présent, ils mettent le cap sur les côtes de la cité de Morgoth. La pluie tombe sur le volcan des abîmes. La lumière est rare, et au loin, les colonnes de braillards se mettent en place. D'immenses fûts de Tarabas sont installés, comme de grands châteaux d'eau. La ligne se forme sous les ordres bruyants des chefs barbares. La musique s'est arrêtée, plus un bruit ne danse dans le volcan. Les yeux sont fixes et les jambes tremblantes. Les machines de mort approchent, la bataille va commencer. Trippy doit faire vite. Tant que le Tarabas coulera, ces guerriers se battront sans relâche. De leur côté, nos fourbans en herbe sont à quelques encablures de la citadelle de Morgoth. Il faut faire vite, la marée n'attend pas. Ils décident de faire 2 équipes. Edgar et Trippy s'occuperont de la Tarabas, pendant que Joplin et SV s'occupent de tisser un piège pour Morgoth. Une toile d'araignée. Arrivé à la citadelle de Morgoth, Trippy n'a pas eu trop de mal à trouver celui qu'on appelle le maître. Dans un lieu cohabitent des créatures toutes plus extraordinaires et maléfiques les unes que les autres. Trippy, devenu flibustier, propose à Morgoth un combat singulier à l'endroit du piège. Ensuite, ce fut un jeu d'enfant d'arrêter la fuite de Tarabas. Une noix d'automne a suffi à colmater la brèche. Puis, un applaudissement retentit. Bravo, Morveux. On ne t'a pas dit qu'il ne faut pas jouer avec le feu? Morgoth enlève sa cape miteuse pleine de trous et fonce sur Trippy. Son corps rongé par la haine et gris d'amertume. Trippy esquive tous les coups. Il me semble que ce combat est interminable. Encore un coup. Le fer des épées brise le silence. Morgoth sort une 2e épée et frappe Trippy à la tête. Notre héros est au sol. Il se relève. Dans un moment flou, Trippy arrive à s'extirper de l'étreinte de son bourreau et file en direction de la falaise. Il court à perdre haleine. Morgoth le suit à la trace et pousse des rugissements de colère qui me glacent le sang. Il est vraiment horrible ce lutin maudit. Nous arrivons vers la colline. Joplin et SV, une épée à la main. La troupe est à nouveau réunie et fait face au monstre. Trippy perd du sang. Son bras est tout mou. Face à ce monstre, Trippy sort une dernière flèche à son arc pour terrasser enfin Morgoth. Il sort Edgar, en tant que descendant du dragon Malmo. Morgoth n'en croit pas ses yeux. Pris des fois, il fait un pas en arrière, puis 2, ce n'est pas possible, puis 3, et il s'engluait dans la fameuse toile d'araignée. Vous me le paierez tous! À présent, il fallait se sauver et retourner au volcan des abîmes.
La Tarabasse avait cessé de couler, et à présent, ça swing dans tout le monde des Korrigans. Toutefois, il ne s'agit pas d'une fin à l'américaine. Esvi n'est jamais revenu de la citelle préférant un monde de l'au-delà. Trippy doit quitter sa belle fée qui l'a soutenue dans son périple. Les 3 Korrigans et tous ses amis rencontrés le long du voyage. Et croyez-nous ou pas, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce rêve n'en était pas un. Enfin, on n'en est pas vraiment sûr. Edgar et Trippy ont marché et marché jusqu'à la porte pas contente. Elle se referma derrière eux. Ils se retrouvent dans leur chambre. Plus ils s'avancent en direction du lit, plus leur forme redevenait normale. Enfin, après ce qu'ils avaient vécu, il était difficile de se représenter le normal. Bonne nuit, Trippy. Bonne nuit, Edgar. Ils s'endorment. Quelqu'un entre dans la pièce. On ouvre la fenêtre. C'est maman. Debout. Trippy se lève. Il se touche le front tout endolori. Edgar, dis-moi que c'est Morgoth qui m'a blessé. Oui, je m'en souviens. Et la porte qui grince, elle n'est plus là? Avons-nous rêvé? Je comprends plus rien. Pourtant, en cherchant bien, Trippy découvre une petite feuille de chêne, non loin de l'endroit où avait poussé le premier champignon hier soir. Et dessus, un mot écrit en poudre de fée. Ne m'oublie pas, je t'aime. Signé Joplin. Les yeux de Trippy se mettent à briller. La nostalgie l'envahit. Et Edgar aussi. Un murmure s'évade. Je ne t'oublierai jamais, Joplin, que tu sois rêve ou réalité. La scie virevolte, le rose s'envole, le rêve est dit, mets tes chaussettes et bonne nuit. Salut chers auditeurs du Cirostan. Ici, lui c'est Sylvain. Et lui c'est Mathieu. On est les 10 heures de rêve du Cirostan. J'espère que vous avez bien entendu ce rêve qu'on vous a dit. Ça fait partie des choses les plus extraordinaires qu'on a entendues aux 4 coins du monde. Et il a fallu que ce soit la Bretagne qui nous envahisse comme ça de plein de bonheur. En tout cas, nous avons plein d'autres rêves à raconter, tous fous les uns que les autres. Je suis sûr que vous avez vécu des choses qui sont particulières et vous imaginez que ce que vous avez vécu dans un rêve peut-être bien passé. Peut-être que c'est la vérité. Nous, on n'en sait rien, on n'a pas de solution. Je sais pas, tu veux ajouter quelque chose? On n'a pas de solution, puis on n'en veut pas forcément. Et puis moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'il nous reste quelques temps là et on peut faire un peu de musique. Voilà, on va finir en musique parce qu'on refuse d'avoir de la publicité sur notre radio. Alors, on va se mettre tranquillement en condition. Dédicace à ce conte, à ce rêve, la nuit d'Edgar et Trippy. Quand elle s'emballe, on fait le monde à toute berzingue sous les étoiles. La cirrhose quand elle s'enivre, quand elle s'emballe, on charge le camtar, on met les voiles. Les méandres des années 30. Un homme est seul et désemparé. La cirrhose quand elle s'enivre, quand elle s'emballe, on fait le monde à toute berzingue sous les étoiles. La cirrhose quand elle s'enivre, quand elle s'emballe, on charge le camtar, on met les voiles, il va noyer son chagrin dans un bar là où la vie se respire sans modération. La cirrhose quand elle s'ennuie, quand elle s'emballe, on fait le monde à toute berzingue sous les étoiles. La cirrhose quand elle s'ennuie, quand elle s'emballe, on charge le camtar, on met les voiles dans les méandres des années 30. Un homme est seul et désemparé. La cirrhose
cirrhose quand elle s'ennuie, quand elle s'emballe. On fait le monde à toute personne sous les étoiles. La cirrhose quand elle s'ennuie, quand elle s'emballe, on charge le campar, on met les voiles. Il va noyer son chagrin dans un bar là où la vie se respire sans modération.